la partie domotique. On va donc réellement connecter le on-off sur le Raspberry. Alors, avec ce qu'on a déjà vu avant, dans les séances précédentes, et il y a déjà eu une séance à Ordilers sur la caméra de surveillance. C'était une caméra qu'on installait sur le Raspberry. C'était que du logiciel et du paramétrage. Il n'y avait pas de programmation à faire. Ce qui se passait, c'est qu'on l'avait géré pour qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement qui est détecté par la caméra du Raspberry, on écrit un certain nombre d'images dans un dossier. Maintenant, ce qu'on veut, c'est comment afficher sur le téléphone les dernières images de mouvement. Je donne un petit indice. Voilà, c'est ce qu'on a vu un petit peu avant. On a fait déjà une application web qui va chercher dans un dossier et affiche les images sur une page web. Et ben, on peut le retirer tel quel. Il n'y a pas de code à changer. Simplement, on change le dossier. Au lieu de prendre notre dossier à nous, on prend le dossier où on met les images de la caméra. Donc, quand on appelle le navigateur, il va chercher les images qui sont dans ce dossier-là et il les affiche. Donc, on affiche les dernières images. En fait, on affiche toutes les images de mouvement. Si on veut les dernières, il suffit de faire une petite restriction dans le code pour prendre celles les plus récentes. Le on-off maintenant. Donc, on va écrire un bit sur un GPIO avec un Raspberry. Comment fait-on? Je vous ai fait deux scripts, un on.js et un off.js. Le premier, le on, il allume, et le deuxième, il éteint. Donc moi je considère que je suis venu mettre par exemple une imprimante avec une LED avec une résistance sur le GPIO numéro 4. On peut mettre celui qu'on veut, hein, c'est pas le problème. On commence par récupérer la librairie on-off, qui est une librairie qu'il faut installer. C'est-à-dire npm et puis on-off, et ça va vous l'installer. Avec le gestionnaire de package de Node.js. J'en ai pas parlé, je crois, jusque maintenant. Node.js a un gestionnaire de package intégré à lui-même. On met npm, alors il y a les options pour installer, désinstaller, tout ça, et le nom du package qu'on veut installer, ça va le chercher et ça l'installe, pour le projet ou pour la machine. Donc là, on va récupérer, on installe le on-off, et donc dans notre code, on le demande. Require GPIO égale require on-off. .gpio. On ne peut pas utiliser l'objet tel quel, il faut récupérer un sous-objet qui est GPIO. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait comme ça, il ne faut pas chercher plus loin. Ensuite, je crée une variable relais que j'ai avec des majuscules, c'est pas très joli, mais bon. Donc je fais new GPIO avec 4 pour dire que c'est sur la pin 4 et out pour dire que je vais écrire dessus. C'est une pin en sortie. Et en relais, j'écris de façon synchrone la valeur 1, c'est-à-dire un bit de poids fort pour dire allume. Et vous comprenez évidemment que le off.js c'est exactement le même, sauf que j'écris 0 pour l'éteindre. Donc du coup, à partir de là, quand je fais node.js on.js, ça l'allume. Si je fais node.js off.js, un node, il n'y a pas de JS, off.js, ça l'éteint. Je vous ai mis quelque chose qui vous permet de tester sur le PC, sans avoir à le mettre sur le Raspberry. Je crée une fonction GPIO, avec en paramètre un pin et une direction, comme on faisait tout à l'heure new GPIO avec la pin et la direction, mais ça n'existe pas sur PC. Donc sur PC, je ferai var GPIO égale require ma librairie à moi, ce sera celle-là. Quand je ferai new GPIO, derrière, je crée une variable pin égale pin, parce qu'en JavaScript, il n'y a pas besoin de la déclarer avant, même si c'est plus propre. Je range la pin à l'intérieur, je range la direction à l'intérieur, comme on l'a initialisé, je l'ai enregistré, et je fais la fonction write5, qui était celle que j'utilisais tout à l'heure, qui est une fonction qui prend une valeur, et je regarde si la direction c'est out, la direction quand on l'a créée, j'écris error GPIO, this pin is, voilà, cette pin, si elle n'est pas out, donc si on a fait du in, je dis, non, on ne peut pas écrire sur un GPIO qui n'est pas en out, donc ça va m'afficher à l'écran ce message d'erreur. Si par contre c'était en out, j'écris à l'écran la valeur courante de GPIO et je dis sur quelle pin elle est. Ce qui veut dire que sur le PC, quand je vais le lancer, quand je ferai l'appel depuis le navigateur, pas le navigateur, pardon, quand je ferai node on ou off.js, j'obtiendrai un write, write 0 ou 1 on GPIO 4 qui s'affichera à l'écran. Pour le faire sur le Raspberry, je branche réellement la LED sur le GPIO 4 avec une résistance. Au lieu d'inclure cette fonction pipeau, en quelque sorte, cette fonction wrapper, j'inclus le vrai on-off, et puis je l'exécute, et ça marche pareil.
Donc en fait, grosso modo, pour résumer, on ajoute 4 lignes dans l'interface web vue avant. Vous vous rappelez, on avait fait une interface, je vais vous le remontrer. Hop, voilà, celle-ci. Sur celle-ci, si je prends ce code-là qu'on a déjà réalisé, je modifie la fonction de on et la fonction de off, et à l'intérieur, qu'est-ce que je mets au lieu de ce qu'il y avait? Et je viens mettre ça, je viens mettre le on.js et le off.js, je viens mettre le var GPIO require, je le mets au début de ma page, je crée le relais aussi, je peux le mettre au début de ma page, et donc j'ai qu'à écrire relais.write 5 1 ou 0 selon qu'on a cliqué sur on ou off. Et c'est tout, j'ai fini l'interface. Depuis mon navigateur sur un PC ou sur un smartphone, je peux maintenant appuyer sur on-off et ça va éteindre ou allumer ma LED. Donc vous voyez, le code, il a été extrêmement court à rajouter. J'ai ajouté le var GPIO égal et le var relay au début de ma page. Et dans chacune des méthodes, le relay write 5, 1 ou 0, donc 4 lignes. J'aurais pris le code de tout à l'heure, j'ai ajouté 4 lignes pour le faire sur le PC. 14 si on veut le tester sur PC pour ajouter la fonction GPIO qu'on vient de voir. Donc, le serveur.js, il est le même qu'avant. La différence, c'est que ici, sur PowerOn, en plus du console log, j'avais ici un commentaire, et ben j'appelle mon relais pour faire un write 5, 0, et dans le PowerOff, un write 5, 2, 1. Parce que bon, dans mon exemple, il fonctionne à l'envers, mais peu importe. Et bien sûr, j'ai déclaré relais ici, en l'initialisant sur un GPIO 4, et j'ai inclus la librairie GPIO. Donc comme je vous avais dit, 4 lignes. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, et c'est tout. Je n'ai pas touché à l'interface, ni à aucun des autres éléments, je fais que ça. Je peux l'exécuter sur le Raspberry, et j'ai mon interface, maintenant j'ai le on-off qui va fonctionner sur mon interface graphique. Alors maintenant, on va utiliser la même librairie, mais pour lire. Donc on va la mettre ouverte en in, non pas en out, et il va y avoir un événement qui va se produire quand la valeur va changer. Regardez, var GPIO require on-off.gpio, comme avant. Maintenant, un var push button, je ne l'ai pas appelé, je ne sais plus comment je l'avais appelé relais tout à l'heure, là je l'appelle push button, égale new GPIO, je l'ai mis sur le 17, et je l'ai mis en in. Boss, ça veut dire c'est quand la valeur change, sinon c'est quand on appuie dessus, ou quand on remonte, quand on lâche l'interrupteur. Là, j'ai mis boss. Et j'ajoute sur le push button une méthode watch, c'est-à-dire que je vais enregistrer une fonction à exécuter sur le bouton quand il change. J'ai mis boss. Si j'avais mis push, ça aurait été seulement quand on appuie. Hein. Donc là, dès qu'il change, on appelle la fonction. Elle a deux paramètres, erreur et valeur. Donc l'erreur ici, je m'en fiche. J'affiche simplement à l'écran la valeur. Donc quand on appuie ou relâche l'interrupteur, ça affiche 1 ou 0 à l'écran. On va maintenant écrire une valeur numérique sur un GPIO. C'est aussi simple que d'écrire un bit. On va changer de librairie, on ne va plus utiliser on-off, on va utiliser PI-G-PIO, c'est-à-dire PI pour Raspberry Pi et GPIO pour GPIO. Il faut installer la librairie en C. C'est une librairie native, c'est pas une librairie JS. Donc ça va dépendre de l'OS. Donc on va faire une installation sur le PC et on va faire une installation sur le Raspberry. Non, pardon, je dis des bêtises, on ne va pas l'exécuter sur Raspberry, sauf si on fait des tests comme avant sur le PC. Sur le Raspberry, on va installer la bonne version de PI-GPIO, puis on va installer le package Node.js, où là c'est standard, c'est npm install PI-GPIO. Et à partir de ça, on va... alors, je reviens sur ce que je viens de dire avant. La librairie C, ça veut dire qu'elle n'est pas utilisée pour Node.js. C'est une librairie qui permet de piloter les GPIO de façon numérique pour plein de logiciels et de langages qu'on utilise sur le Raspberry. Ça peut être du C, ça peut être du Python, ça peut être ici du Node.js, ça pourrait être, je sais pas moi, du C# avec avec le... je sais plus comment ça s'appelle, avec Mono, ou même peut-être Core.js maintenant, .NET Core, j'ai pas regardé si c'était compatible. Donc on l'a installé au niveau du système. Puis ensuite, le package Node.js permet de l'appeler depuis Node.js. Donc npm install PI-GPIO. Pour l'utilisation, on inclut le package comme avant. On crée une variable sur le GPIO comme avant. Et simplement, on l'écrit non pas avec la méthode write5, mais pwm write. Je vous donne un exemple. Const GPIO égale require
require PI GPIO, on l'a chargé. var pin égale new GPIO.GPIO, oui, parce que là, j'ai pas réglé le point GPIO au début, sinon j'aurais pu faire comme tout à l'heure, new GPIO. Je le mets sur la 23 et j'ajoute des paramètres. J'ajoute le paramètre le mode qui vaut GPIO et GPIO output. Donc c'est presque la même chose que tout à l'heure. Tout à l'heure on mettait une variable texte qui disait out. Là ils ont créé une énumération. Donc on utilise énumération, on dit c'est un output. C'est juste la forme qui change, ça fait exactement la même chose. Et donc au lieu d'écrire pin.write5, on écrit pin.pwmwrite et on écrit la valeur, ici 125. Il faut être en sudo. Parce que on n'a pas le droit d'écrire sur la GPIO avec cette librairie-là si on n'est pas en admin. Alors, ici, je vous ai fait un exemple un peu plus compliqué. Je vais écrire les valeurs pour une LED RGB. Donc, j'ai branché sur le Raspberry une LED RGB où j'ai la masse qui est commune. Dans cet exemple-là, on peut faire l'inverse, mais là j'ai mis la masse commune. Et j'ai relié un pin pour le rouge, un pour le vert et un pour le bleu. 3 pins différents. C'est les pins qui peuvent accepter une valeur numérique de 0 à 255, un octet. Et ça va faire qu'il y a plus ou moins de rouge, plus ou moins de vert, plus ou moins de bleu. Donc des valeurs RGB, et ça permet de donner une couleur à la LED. Alors comment est le code const GPIO require PI GPIO, puis je crée une variable pred, pgreen, pblue pour pin rouge, pin verte et pin bleu. On les crée en new GPIO. Je les ai affectés à ceux sur quoi j'ai fait les branchements, 18, 23, 24, et je les ai toutes mis en output. OK. Ensuite, j'ai créé une fonction setRGB qui prend en paramètre rouge, vert, bleu. Et ça consiste à écrire sur la pin red la valeur R, sur la pin green la valeur G, et sur la bleue la valeur P. Et ensuite, l'appel se fait comme ça, setRGB, et je spécifie les trois couleurs que je veux faire. Par exemple, ici, je mets le rouge au maximum, le vert à moitié, et le bleu à 0. Donc ça va nous donner entre le jaune et l'orange. Maintenant, on va lire une valeur one-wire, c'est-à-dire sur un seul pin, on va lire une valeur numérique. Dans le Raspbian, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait le one-wire c'est plutôt utilisé sur Android, mais on peut réussir à lire ça sur Raspbian. Alors si vous utilisez un Windows IoT, c'est très compliqué à lire. D'ailleurs c'est pour ça moi en grande partie que j'étais passé sur Node.js sur un Linux. Comment on fait sous un Linux? C'est très simple. On va modifier un fichier de config qui est le bootconfig.txt dans lequel on va configurer un overlay. Ça s'écrit comme ça, dt overlay égale w1-gpio, gpio pin égale et le numéro du pin qu'on veut. Là, c'est celui sur lequel j'ai mis mon composant sur lequel je veux lire une valeur. En l'occurrence, c'est un composant qui s'appelle ds18b20. C'est un lecteur de température, c'est un thermomètre. C'est-à-dire que ça va écrire, ça va donner régulièrement la température. Et ça, le fait d'avoir fait ce dt overlay machin, ça va créer un fichier virtuel sur le disque dur, enfin sur le système de fichiers du Raspberry, du Linux. Et bien quand je veux connaître la température, j'ai juste à aller lire ce fichier, et à l'intérieur, quelque part, il y a la température actuelle. Donc à chaque fois que je veux, je vais lire le fichier, j'extrais la valeur. Donc je vous montre, ici on va faire un require d'un package fs pour file system. Ça permet de manipuler les fichiers et les dossiers. Et j'ai créé une fonction qui me permet de lire la température. Get température device ID. Et on doit lui donner le numéro du fichier en quelque sorte. Pour savoir comment, il faut aller sur /c/bus w1 device et regarder ce qui existe dessus. Donc comment on fait? Alors déjà, premièrement, je lis le contenu du fichier. Je fais filesystem.readFile synchrone. Le fichier c'est sysbus w1 device, le device que j'ai passé, /w1 slave. Voilà, comment il s'appelle. Oui, alors j'ai dit que c'était un fichier, ça crée un dossier en réalité. Device ID, c'est un dossier. Voilà, ça va me lire tous les octets de ce tout petit fichier, il fait quelques octets, et le mettre dans data. Le data, je vais devoir le transformer en chaîne de caractères et faire un retour à la ligne sur tous les espaces. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est plus facile pour moi pour aller chercher l'information dedans, il y a une certaine structure. Je commence par faire ça, c'est-à-dire que je le mets en ASCII, il n'y a pas d'encodage compliqué, l'ASCII tout simple.
et je fais donc le split, une séparation sur tous les espaces pour récupérer les mots, si vous voulez, en quelque sorte, séparément. Ça me renvoie un tableau de chaîne de caractères. Ensuite, je récupère la dernière ligne. AskData, askdata.length-1. Je récupère la dernière ligne dans Entry. Donc Entry, c'est une chaîne de texte, c'est la dernière du fichier qu'on a été lire. Ce fichier, je fais de nouveau un split pour couper ce fichier, pardon, cette ligne de données, sur le égal. Parce qu'en fait, c'est, alors je ne sais plus de mémoire ce que c'est, mais ça doit être ds-value, quelque chose comme ça. Bref, la valeur égale et le nombre, la température exacte. Donc je fais split sur le égal. Le 0, c'est le nom de la variable. Le 1, c'est la valeur. Donc moi, je récupère 1, la valeur. Ensuite, comme c'est une chaîne de caractères, je dois faire un pass.float row pour la transformer en numérique. Je dois la diviser par 100 parce que l'unité qui est donnée, c'est pas celle que je veux, c'est pas des degrés. Ici, je divise par 100. Et je redivise par 10. Alors pourquoi je fais ça? Alors math.round, alors d'accord, ok. Je fais un round je divise par 100, je fais un round pour supprimer en fait les virgules. Et ensuite, je divise par 10 pour avoir la température en degrés avec un degré, un décimal, juste un décimal. Et je renvoie la valeur. Et voilà, regardons l'appel maintenant pour appeler ça console.log get température. Et là, c'est le nom de device sur ma machine à cette époque-là. Donc là, ça veut dire qu'en ayant écrit juste ça, qui n'est pas un serveur web, je fais node de ce nom de fichier et j'ai la température. Donc si vous voulez la mettre en web, vous reprenez comme on a déjà fait, vous mettez un bouton pour vous lire et puis vous renvoyez la valeur que vous lisez. Alors les bibliothèques, on en a utilisé. Ce qui est intéressant, c'est de créer les siens. Ces bibliothèques, ça peut être pratique. Par exemple, bibliothèque de composants. Là, je vous ai montré, je vous montre plutôt, j'ai créé une bibliothèque Aquarium dans laquelle il y a un fichier pour la DS18B20lib, c'est-à-dire ce qu'on vient de voir juste avant, ça, hein, dans lequel j'ai mis juste ce code-là. Hein, j'ai mis la fonction, j'ai mis la constante, et puis c'est bon. Et RGB LED lib, si je reviens en arrière, j'ai mis ça. J'ai mis l'élément qui permet d'avoir une fonction 7 RGB. Et éventuellement des paramètres pour qu'on puisse créer les RGB en spécifiant les bons pins, tout ça. J'ai également une fonction RGB LED lib. C'est une fonction dans laquelle j'ai mis des fonctions, une librairie dans laquelle j'ai mis des fonctions JavaScript. C'est juste des calculs, des algorithmes de programmation pour faire un allumage progressif, faire une pulsation, un flash, bref, vraiment la manipulation des pins avec les librairies précédentes, mais juste des calculs mathématiques avec des pauses, des delays à l'intérieur. Maintenant, il nous reste à voir le démarrage automatique, parce que j'ai fait un morceau de code, généralement sous forme de web. Ce qui serait bien, c'est qu'une fois que j'ai allumé le Raspberry, j'ai pas besoin de lui brancher un clavier et un écran pour aller faire le lancement du programme. Ce qui serait bien, c'est que quand on allume le Raspberry, quand on l'alimente, il boot et il démarre automatiquement notre programme. Comme ça, la boîte, elle est juste dans un coin et on n'en a pas besoin, quoi. On n'a pas besoin d'aller la paramétrer. Donc pour ça, alors sur Windows, si on fait la version en IoT, il faut mettre une tâche planifiée, comme sous Windows normal. Ou alors, dans la base de registre, on va dans la partie Run de Windows Current Version, et puis on met un lien vers le programme à exécuter, un node, et puis le nom du fichier. On peut également faire un service Windows, alors c'est plus compliqué, ça demande des éléments de programmation que je ne vais pas aborder ici. Et il y a encore d'autres possibilités. Hein. Dans le temps, il y a longtemps, on l'aurait mis dans l'autoexec.bat. Sous Linux, on peut utiliser l'ordonnanceur de Linux, la commande c'est run, ou faire un démon, mais c'est pareil que pour faire un service, c'est un peu plus compliqué, il faut faire du code que je ne vais pas avoir ici. Je vais vous montrer sur Raspbian l'ordonnanceur parce que c'est le plus simple. Donc sur Raspbian, il suffit d'ajouter une tâche planifiée au reboot. Pour ça, on fait sudo, donc sudo pour être en administrateur, cron tab E. Ensuite, on fait, pour connaître le chemin de Node.js, on fait node, which node, qui va nous donner l'endroit. Alors attendez, qu'est-ce que je raconte moi? Ah oui, pardon, la commande c'est celle-là, c'est celle qui est à gauche. @reboot sudo /usr bin /home pi /apijs et. Donc vous voyez, on lance au reboot une commande en sudo, c'est node.js qu'on lance, userbin node, et on lance le fichier app.js qui est dans home pi. Le et, c'est du Linux classique, c'est pour dire lance la commande et n'attends pas. Rends-moi la main.
Donc où est-ce qu'il est le node? Moi, il est dans USRB node, et c'est ce que je vous ai dit à droite. Pour le savoir, il est dans Node.js.